Bonsoir. Bienvenue à cette seconde séance de la deuxième année du cycle Crise civilisationnelle contemporaine. Et merci déjà, pour commencer, à Ariel Danan et à Jean-Pierre Riom, sans lesquels ce cycle n'arriverait pas jusqu'à ses éventuels auditeurs. Nous avons la dernière fois entendu notre ami Brice Couturier nous entretenir de ce qui se tramait sur les campus américains et par déversement générationnel, ce qui se répandait parmi les acteurs du collectif culturel nord-américain, coordonné ou du moins interconnecté en manière de nomenclatura informelle. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette exploration du côté des médias. Interroger le monde contemporain, en effet, et ses crises manifestes, ne peut esquiver, méconnaître la place des divers médias comme acteurs sociaux et facteurs stratégiques de la vie publique de la modernité. Dès les prémices de la sociologie honorable, celle de Gabriel Tarde, par exemple, dans son étude sur l'opinion et la foule, Gabriel Tarde constatait comment le public, en forme de collectivité, se construisait à travers la lecture simultanée et la suggestion à distance. Pour qui tient la démocratie en valeur absolue et inconditionnée, il est devenu patent que l'institution médiatique, dans la diversité de ses opérateurs, de ses techniques, de ses entreprises, occupe un rôle similaire à celui des partis politiques tel qu'analysé par Moïsei Ostrogowski en 1903 dans La démocratie et les partis politiques, un ouvrage monumental qui prolonge et complète les œuvres d'Alexis Tocqueville sur le sujet. Soit à la fois nécessaire, indispensable à la démocratie et obstacle à son développement et à son approfondissement. Du fait d'une pente irrésistible au clientélisme pour les partis politiques, du fait d'un tropisme vers l'anomie lexicale, comme le notait furibard déjà Karl Kraus au début du siècle dernier, ou comme l'analysait Karl Jaspers dans La situation spirituelle de notre temps en 1932. Les médias en démocratie claudiquent, entrent à un bout du spectre un idéal du bien-dire, tel qu'Albert Camus tâcha sans grand succès de le définir en obligation éthique pour la presse, et à l'autre bout, avec bien plus de tropisme, vers le programme éditorial tel que défini par Goebbels en 1936 d'une presse nationale socialiste en finalité de domestication des masses germaniques. Pas de politique, sinon son spectacle, mais des stars internationales, du sport, du cinéma, de la mode, de la musique, des petites joies privées et des grandes catastrophes naturelles. À la radio, sous la férule du domesticateur en chef, préposé à la propagande, la musique de divertissement était passée à 70% du temps d'antenne. Quant au cinéma, 90% de ces 1350 longs métrages produits durant les 12 années de terreur, il était basculé du côté du seul divertissement kitsch. On était loin des clichés, des documentaires historiques ou des reconstitutions dramatiques fictionnelles de cette époque qui ne délivrent que les éructations du Führer et les défilés de masse en métonymie erronée du nazisme. On n'a pas besoin d'aller loin pour en trouver le prolongement dans la situation contemporaine en office de mise aux enchères des temps de cerveau disponibles. Nous y ajouterons, constatation flagrante, juste cette inversion d'apparence antinomique dans l'après-guerre, une sorte d'effet induit réactif au temps totalitaire, la production d'un nouveau pathos. Celui de la victime en magistère, de ses doléances réelles ou inventées en doxa, et des médiatiques en posture de cléricature, fructifiant sur les plaintes
les géniardises, les ressentiments, les envies auxquelles elle tend les micros, les caméras ou offre sa plume, ou bien qu'elle va traquer en paparazzi des souffrances muettes. Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, pointait la langue vitrifiée des régimes totalitaires. Il faudrait pointer la langue et la cognitivité anomique des régimes médiatiques qui envahissent, débordent et vassalisent les régimes démocratiques et leurs institutions. Il faudrait simultanément tout autant rendre raison de la crise psychique dans la construction des sujets humains contemporains et de la crise psychopathique qui trouve là une ambiance amniotique pour des effondrements dans l'infantile et vers l'archaïque. Conformément au principe de la loi d'avalanche de Vladimir Yankelevitch, il faut s'alerter et alerter sur cet auto-engendrement de l'effondrement cognitif, de l'affaissement psychique, de l'appauvrissement de l'entendement, de la culture, du patrimoine lexical, de la prise en compte de la complexité des faits, qui deviennent le bain nourricier carencé des générations montantes. C'est à cette tâche que s'est attelé Daniel Dayan, qui, à ce que nous pouvions déjà subodorer d'enfermement mental en cours, vient nous délivrer la description d'un tour d'écrou supplémentaire. Dans ce qu'il nomme la monstration en lieu et place de l'information et la sphère publique du geste en lieu et place du travail et de la connaissance. Lucrèce, dans son traité de la nature des choses, reprenant les enseignements d'Épicure, rappelle de celui-ci 3 causes au mouvement: le poids, le choc, la déviation. Il fut un temps où le poids des mots, le choc des photos valait en slogan comme le nec plus ultra de l'information grand public. Son auteur, Jean Cau, avait laissé dans l'ombre effaçante la déviation. Daniel Dayan explore celle-ci et, à la différence du clinamen épicurien, il n'est pas sûr qu'elle soit de liberté. Daniel Dayan est anthropologue et sociologue des médias, directeur de recherche au CNRS, ayant occupé la chaire Hans Pierre à la New School de New York. Il a enseigné la sociologie des médias en France, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Sciences Po, et dans de nombreuses universités en Europe, aux États-Unis et en Israël, tant à Jérusalem d'ailleurs qu'à Tel Aviv. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et traducteur aussi d'autres auteurs. Sa focale porte sur la construction de la visibilité. Son livre, Media Events, The Live Broadcasting of History, a reçu le prix Fellow Awards, un prix international qui équivaut à la médaille Field pour les mathématiciens. Je voudrais y ajouter une note plus humaine, d'abord celle d'avoir choisi, lui, pour maître et pour guide de route, pour compagnon de voyage et de réflexion, des auteurs tels que Elihu Katz, éminente figure israélienne de la pensée des médias, ou que Paul Lazarfeld, issu du chaudron de l'école de Francfort, celle d'Horkheimer et d'Adorno, de Franz Neumann et de Rosenthal, et de cette pensée critique qui sait se défier des illusions idéologiques et traquer la domination et la domestication dans les divers paramètres du sociétal. Ça lui a valu bien des déboires, bien des coups bas, comme le milieu universitaire français sait en distribuer. Ensuite, il faudrait raconter qu'il a été un référent en majesté d'un hebdomadaire, des programmes de télévision qu'il fait bon laisser traîner sur les tables basses des salons, de la même façon qu'il a été une figure appréciée des directions des chaînes télévisuelles publiques. Il en a perdu les agréments lorsque l'un, cet hebdomadaire, à propos de la seconde intifada, et l'autre, une chaîne nationale, au moment de la dite affaire Al-Doura, il ne fit pas cause commune avec leur political correct du moment, adossé qu'il était aux exigences du savoir, aux déontologies de la recherche, qui n'allaient pas dans le sens attendu de la bien-pensance médiatique lambda. Ils lui fermèrent leurs portes, leurs colonnes, leurs plateaux.
tant pis pour eux. Il poursuit son chemin pour la chance de ceux pour qui la vérité est encore un horizon. Nous sommes ce soir au 8e allumage des bougies de Hanouka. Vous connaissez peut-être cette histoire juive qui résume le synopsis générique des fêtes juives. Il le résume ainsi. Ils ont voulu nous tuer, nous avons finalement gagné, mangeons. Alors on va modifier un peu la chute. Ils ont voulu nous tuer, nous avons gagné, retournons au travail. À toi, Daniel. Merci beaucoup. Je voulais commencer par merci d'abord de m'avoir réinvité dans un institut où j'ai enseigné pendant 2 ans et où j'ai été ravi d'enseigner et où j'ai gardé des amis parmi mes élèves. Deuxièmement, il m'est arrivé d'écouter un jour Paul Ricoeur à la télévision et j'étais ébloui de ce que j'entendais et ceci démontrait quelque chose de très clair et de très simple, c'est que la télévision, c'est une technologie et c'est une utilisation sociale. Les deux comptent et que la technologie n'est pas abrutissante en soi. La technologie est abrutissante par la façon dont elle est utilisée. Et je pense qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des émissions absolument merveilleuses et qui me rendaient fier de travailler sur la télévision, alors qu'en général, je suis plutôt penaud. Donc, c'était ma première remarque, mais je vais revenir dans un moment sur la question de la technologie. Je voudrais commencer par... je vais essayer de raconter une histoire dans le style oral. C'est-à-dire que j'ai des dizaines de feuilles autour de moi et de temps en temps, je vais en ramasser une et regarder de quoi elle parle. Alors, premièrement, bien que la télévision ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, il lui arrive très souvent de l'être. Et l'un de mes rôles lorsque j'ai eu ces déboires dont Rabbi vient de parler, c'était de faire un travail qui consiste à corriger les corrections des médias. Il paraît, on dit que pendant de nombreuses années, l'agence France Presse disposait d'un bureau à Chypre. Lorsque des nouvelles arrivaient du Moyen-Orient, elles n'arrivaient pas directement à Paris, elles allaient d'abord à Chypre, où elles étaient réécrites. Une fois réécrites, elles arrivaient à Paris et elles avaient toute l'allure de la véridicité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que mon expertise, il se trouve qu'en effet, j'ai fait des études de sociologie ou d'anthropologie ou de sémiotique qui me donnent non pas un savoir, mais un savoir interprétatif. Je sais interpréter et mon interprétation consiste souvent à corriger les corrections. Je sais repérer les corrections et je sais repérer les corrections parce qu'il y a toujours des façons, des petits détails qui les trahissent. Je sais repérer les corrections et corriger les corrections. Et il est intéressant de savoir que lorsqu'on lit un article, lorsqu'on lit une interview, et ça m'est arrivé plusieurs fois directement, le titre de l'interview ne correspond en rien à ce que tu dis pendant l'interview. Lorsqu'on lit un article, le titre peut être absolument mensonger par rapport à ce que sera. Lorsqu'on regarde une image et un commentaire, on s'aperçoit que le commentaire raconte une autre histoire que l'image et que l'image ne sert pas du tout de confirmation ou de corroboration. Et tous ces petits détails m'ont amené à m'inspirer de 2 historiens. L'un qui est assez proche de moi, géographiquement d'abord, c'est Marc Ferraud, et l'autre qui est un historien moins proche de moi géographiquement, mais extrêmement proche de moi intellectuellement, c'est un historien italien du nom de Carlo Ginzburg. Et Carlo Ginzburg a développé ce qu'il a appelé le paradigme de l'indice.
Et le paradigme de l'indice, c'est la façon dont, à travers des indices, on peut reconstituer les traces d'une vérité qui a été assassinée. Par exemple, Carlo Ginzburg est spécialisé, oui, il n'est pas spécialisé, mais il a fait des travaux magnifiques sur l'Inquisition et sur la façon dont l'Inquisition avait transformé un certain nombre de personnages qui étaient en fait des personnages cultivés, des personnages intéressants, des paysans qui savaient lire, en des personnages diaboliques. Et Carlo Ginzburg a réussi, à travers la parole de l'Inquisition, il a réussi à soumettre l'Inquisition à une Inquisition lui-même. Il a réussi à tordre le bras de l'Inquisition de façon à lui faire avouer ce qu'elle avait masqué. Et grâce à Carlo Ginzburg, on sait maintenant qui étaient les gens qui avaient été diabolisés par l'Inquisition. Donc, c'est la première référence que je voulais faire. Ma deuxième référence introductive porte sur l'état de crise. Comme je l'ai raconté ailleurs, j'ai eu un maître qui était quelqu'un que j'admirais énormément, que j'ai peu rencontré. Je l'ai rencontré en Israël au cours d'un pèlerinage qu'il avait organisé à Rabbi Meir Baal-Hannes. Ce maître, c'était Victor Turner. C'est l'anthropologue du religieux et il a écrit un certain nombre de livres qui sont très inspirés par son travail sur les Africains. Mais l'une des notions essentielles qu'il a développées, c'est la notion de drame social. Un drame social est un processus qui permet d'éviter l'anomie. Lorsque une transgression, ce qu'il appelle breach en anglais, lorsqu'une transgression a eu lieu, le drame social permet d'organiser une réponse à la transgression et cette réponse prend la forme d'un jugement, elle prend la forme d'une vengeance, elle prend la forme d'une réponse. Il y a toutes sortes de formes et on peut faire une anthropologie des réponses que les sociétés réservent aux transgressions. Et Victor Turner a dit ceci qui me paraît passionnant. Lorsque les transgressions sont énormes, lorsqu'elles sont trop énormes pour leur inventer des réponses, et lorsque ces transgressions ne reçoivent pas de réponse, ce qui se passe est un phénomène de pourrissement par lequel l'existence de la transgression va gangréner petit à petit tous les aspects de la société qui ne parleront plus que de cette transgression. Et ce que je pense, c'est qu'il existe un certain nombre de transgressions auxquelles nous assistons quotidiennement et un certain nombre de situations où l'État se présente comme étant totalement impotent. Soit il n'est pas capable d'appliquer des transgressions, d'appliquer des réponses aux transgressions, soit il ne souhaite pas appliquer ces réponses aux transgressions. Et le résultat, c'est que nous vivons dans un état de crise qui ne cesse de s'aggraver et qui risque de mener, et on n'en est pas très loin, à l'anomie ou à la guerre civile. Alors maintenant, je voudrais parler de quelques autres formes de crise. Un jeune homme a écrit il y a quelques jours un article dans Le Figaro où il évoquait 3 sortes de craintes, les 3 grandes craintes qui caractérisent les Français. On pourrait dire qu'à chaque public, sa crainte. Ces craintes sont radicalement différentes, mais bien que différentes, elles s'additionnent. Et lorsqu'on a cette espèce de millefeuille de craintes superposées, le fait qu'elles soient contradictoires ne les empêche pas d'être toutes présentes. Pour les élites progressistes, la crainte, c'est la crainte du grand réchauffement. C'est la crainte du réchauffement climatique. Pour ceux qui ne font pas partie des élites mondiales, mais des habitants localisés de la France, la crainte, c'est celle du grand déclassement. On est en train de perdre sa place, on est en train de perdre son job, on est en train de perdre son gagne-pain. Et lié à cette seconde crainte, il y en a une troisième que généralement dans les maisons décentes, dans les maisons vertueuses, on n'a pas le droit de nommer, et c'est la crainte du grand remplacement.
Et on a trois craintes. Ces trois craintes sont contradictoires les unes avec les autres. Certaines sont validées par les médias, d'autres sont ignorées par les médias. Enfin, certaines sont haïes et criminalisées comme étant la marque d'un populisme infamant ou comme la marque de leur appartenance à la fachosphère. Alors, c'est la première remarque que je voulais faire, c'est la multiplicité des craintes qui ne sont pas du tout convergentes. La deuxième remarque que je voulais faire, ce sont des remarques introductives, c'est que les élites dirigeantes voient leur pouvoir, ou ce qui leur reste de pouvoir, dévoré par des contre-pouvoirs. Enfin, supranationaux, les législations européennes. Avec toutes ces... C'est ma connexion qui est instable. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, il y a eu un problème. Il y a eu un problème d'environ 30 secondes. Ok, je voyais que tu avais l'air intrigué. Le résultat, c'est que l'exécutif, ce qu'on appelle l'exécutif, qui renvoie d'ailleurs à une notion passionnante chez le philosophe du langage Austin, c'est la notion d'exercitif. Les exercitifs sont les performatifs qui ne sont possibles qu'à quelqu'un qui dispose du pouvoir. Mais lorsque l'on dispose du pouvoir et que ce pouvoir est un faux semblant, quelle sorte d'exercitif peut-on produire? Et le résultat, c'est que l'exercitif disparaît et fait place à une politique du geste. Lorsque je parle de faire place à une politique du geste, j'anticipe un peu ce que je vais raconter sur le geste, parce qu'il existe deux sortes de façons de parler des gestes. La première façon de parler des gestes, ça consiste à dire « Ah, vous savez, il ne faut pas vous en faire, ce n'est qu'un geste. » C'est une petite chose, une petite gesticulation, un petit simulacre dont il ne faut pas se méfier. Il y a une autre façon de parler des gestes, et ça a été pendant longtemps ma façon de parler des gestes, en disant que des gestes sont souvent des actes qui, en plus de leur dimension d'acte, ont une signification explicite. Et que lorsque je parle ici de gestes, lorsque je dis que le pouvoir en est réduit à des gestes, je parle de ces gestes qui ne sont que des gestes. C'est-à-dire, ce sont des actes esquissés et qui ne seront jamais suivis d'effets. Et donc, de ces gestes, on en a un chaque jour, sinon plusieurs chaque jour. Et il me semble que ce sont des actes qui se suffisent à eux-mêmes, et que ce sont des gestes miroirs, des gestes où les exécutants de l'exécutif essayent d'anticiper les réactions du public et de courir les gesticulés déjà, de façon à ne pas être critiqués. D'où cette multiplicité de gestes, et pour ces genres de gestes, J.L. Austin, donc ce philosophe auquel je me réfère, avait inventé un nom qui est le mot behabitive, qu'on a traduit en français par un mot aussi moche en français qu'il est moche en anglais, c'est comportementatif. Par exemple, c'est un geste qui consiste à accompagner. Vous souffrez, je partage votre souffrance. Vous êtes prisonnier, je me sens prisonnier moi aussi. Vous avez perdu quelqu'un, je ne le connaissais pas, mais je pleure moi aussi. C'est le plus typique de ces gestes d'accompagnement, c'est le geste de la condoléance. Je présente ma doléance pour accompagner la vôtre. Et un geste que d'une façon intéressante, Michel Onfray a rebaptisé en remontant à son étymologie. Il appelle ça le condouloir. Le condouloir, ou l'acte de pleurer avec vous.
Je pleure avec vous. Le problème, c'est que heureusement qu'il y a beaucoup de membres dans le gouvernement, sinon il n'y aurait pas assez de larmes. Troisième réflexion sur les crises. Donc ça, c'est la crise d'un gouvernement gesticulatoire. C'est ce que je viens de décrire. La troisième crise qui m'intéresse, c'est la crise du progrès. Et en référence à cela, je me réfère à un article que vient de m'envoyer Pierre-André Taguieff, que je trouve passionnant. Il existe une crise du progrès et, par extension, de la civilisation occidentale qui en est issue et qui en est aussi le vecteur, qui est à la fois son enfant et le moyen de sa propagation. La crise que connaît le progrès peut être vue de trois façons. Et c'est là que j'ai trouvé que l'article de Taguieff était vraiment bien. La crise que connaît le progrès est une aberration passagère. C'est une espèce d'embardée. Après avoir fait cette embardée, le progrès reprendra la route et redémarrera dans une immense pétarade. Okay, c'est la première vision, très optimiste. La deuxième vision est un petit peu moins optimiste. Le progrès connaît une crise, mais cette crise n'est pas passagère. L'Occident qui l'a subie est en fait entré en décadence. Nous serions donc en décadence. Et que les différentes crises que j'analyse, les crises de la culture et les crises de la civilisation, sont toutes liées à ce processus de décadence. Troisième possibilité, qui a été défendue, je crois, par quelqu'un comme Zygmunt Bauman, c'est que le progrès, certes, est en crise, mais cette crise n'a rien de nouveau. Cette crise était déjà là dès le début. Et que la crise du progrès n'est qu'une sorte de révélation tardive de son programme, de son ADN. Dernier point. Je lance ces idées parce qu'il me semble que c'est à l'intérieur de l'espace créé par ces idées que je vais commencer à jongler avec mes médias. Mais pour parler des médias, il me semble que l'une des grandes qualités qu'on attend des médias, c'est leur transparence et leur capacité de monstration. C'est-à-dire que quand on parle des médias, on parle nécessairement du monde à travers les médias. Donc, on ne peut pas faire l'économie de parler du monde pour se concentrer simplement sur les médias. C'est une absurdité et la plupart des textes ou la plupart des auteurs qui ont commis cette absurdité se sont enfermés dans un discours non seulement stérile, mais terriblement ennuyeux. Et c'est difficile d'être ennuyeux quand on a affaire à toute la diversité du monde. Ma dernière question sur ce sujet, c'est la question de la fatigue, qui confirme la thèse de la décadence. On a souvent parlé, dans d'autres domaines, de ce qu'on appelle en anglais « compassion fatigue », la fatigue compassionnelle. Il y a tellement de victimes et elles ont tellement de souffrances qu'au bout d'un moment, nous sommes las, nous sommes fatigués, nous en avons marre d'être sollicités pour faire preuve de compassion avec Pierre, avec Paul, avec Jean et avec les communautés qu'ils représentent. À ce moment-là, nous tombons de fatigue compassionnelle. Il me semble que de la même façon, nous sommes dans une période de fatigue démocratique. Il me semble qu'on peut noter simultanément la robustesse et l'expansionnisme des régimes totalitaires, même si ces régimes totalitaires se sont payés le luxe de s'appeler république et d'avoir de temps en temps des élections qui se règlent en général avec des crosses de fusil. Mais malgré ce rituel d'organiser des élections et d'organiser même un débat avant les élections, on sait très bien qu'il s'agit d'un rituel
et que tout se passe comme si la thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama s'était retournée. La fatigue démocratique a rencontré d'un autre côté la vivacité et la robustesse d'un certain nombre de régimes totalitaires. Ça fera penser certains à l'histoire de Sparte et d'Athènes. Mais ce qui me frappe, c'est que cette fatigue démocratique est volontiers exprimée dans un discours romantique. Je pense au romantisme de Michel Foucault, qui célébrait l'Iran de Khomeini au nom du droit à la rébellion. Et je connais ici quelqu'un qui a parlé de ce qu'il appelait l'affectation rebelle. Je pense aussi à Michel Onfray, qui a écrit un livre précisément qui s'appelle « La politique du rebelle » et qui propose une vision désormais qui vante, en tout cas qui vantait au moment où il a écrit ce livre. Je pense qu'il a dû changer d'avis depuis, parce que la réalité a malheureusement illustré ses thèses. Et il vantait ce qu'il appelait la politique du dionysiaque par rapport à la politique de l'apollinien, et qu'il vantait le retour du dionysiaque. Et je dirais, pour ce qui me concerne, petit bourgeois peureux que je suis et petit bourgeois qui tente d'être rationnel, vive l'apollinien, vive Apollon, vive la clarté, vive la raison, et la politique du dionysiaque, je m'en passe parfaitement. Il me semble que la fatigue démocratique se justifie souvent par une aspiration à une démocratie totale. Il me semble aussi que la démocratie totale, comme la santé parfaite, ce qui est le titre d'un livre de mon ami Lucien Sphèse, la santé parfaite n'existe pas, la démocratie totale non plus. C'est ce qui, très souvent, la démocratie totale est un moyen de justifier ce qu'en d'autres temps, des temps où il existait une vertu qui s'appelait loyauté, on aurait appelé trahison. Mais je reviendrai plus tard à la question de la loyauté et de la trahison lorsque je parlerai du paradigme de la victime et des paradigmes qui se profilent à ses côtés, derrière, avant et après. Alors, je vais maintenant vous faire un petit récit de ce que j'entends dire. C'est-à-dire que je me suis fixé une règle que je ne suis jamais capable de suivre, c'est de penser que chaque article, même intellectuel, devrait commencer par « il était une fois » et se dérouler ensuite de façon linéaire. N'étant pas capable de cette séquence linéaire, je rends l'hommage du vice à la vertu en essayant au moins de raconter la séquence que représente ce que je voulais raconter ce soir. Alors, je pense que je vais commencer par parler des médias et d'un certain nombre de théories sur les médias qui sont la théorie d'Elisabeth Eisenstein. C'est une théorie qui est presque entièrement technologique, et de celles que je considère comme les plus grandes, les plus perspicaces des théories sur les médias, qui incidemment n'inclut pas la mienne. À savoir que la théorie qui a été développée par Lazarsfeld, Elihu Katz et le groupe auquel j'appartiens s'appelle la théorie des effets limités. Et je ne pense pas que les effets soient à ce point limités. Et la question, ce que j'ai essayé de repérer ici, c'est celle des théories qui acceptent et qui justifient l'existence d'effets qui ne sont pas limités. Il existe des effets puissants. Et l'un de mes sujets de gloire, c'est d'avoir convaincu Elihu Katz, avec qui j'ai écrit un livre, qu'il existait un certain nombre d'effets des médias qui étaient des effets immensément puissants. Et de façon intéressante, ces effets étaient
correspondait au moment où les médias accomplissaient des gestes. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, les différentes théories dont je vais parler, c'est l'agenda setting, ce qu'on appelle la théorie de l'agenda, la théorie de la spirale du silence, et enfin, la théorie de Clifford Geertz, que j'applique aux médias. Clifford Geertz a écrit un essai magnifique sur l'anthropologie à Bali. Et remarqué qu'il a suivi des combats de coqs qui se déroulaient à Bali. Et il s'est aperçu que certains combats de coqs avaient des coqs absolument féroces, qui se jetaient les uns sur les autres et se réduisaient en bouillie en quelques secondes. Et que d'autres combats de coqs avaient des coqs tout aussi féroces et tout aussi capables de produire des bouillies avec leurs adversaires. Et Clifford Geertz a remarqué que, curieusement, les balinais allaient tous à certains combats de coqs et ils n'allaient pas aux autres. Alors que pour lui, qui était un anthropologue venu des États-Unis, il n'y avait aucune différence. C'était horrible dans les deux cas. Il y avait un suspens dans les deux cas. Et alors, il a développé cette notion que pour les balinais, l'un des événements est ce qu'il appelle deep play. C'est un jeu profond. C'est-à-dire, les gens y croient. Les gens y accordent une importance. Et l'autre type de combat de coq est un shallow play. C'est un jeu superficiel. Et la question était de savoir quels sont les critères qui font que ces étranges balinais fassent une telle différence entre des choses qui soient semblables. Il m'a semblé que cette problématique était merveilleuse lorsqu'on voulait l'appliquer aux médias. Imaginons deux événements semblables qui arrivent dans deux pays lointains, tous les deux lointains. Comment se fait-il que l'un des événements devienne d'une importance extrême et qu'on nous rebatte les oreilles sans arrêt de cet événement, et que l'autre événement qui est semblable ou pire soit passé sous silence? Il me semble que c'est l'un des grands problèmes que pose la sociologie des médias. Et je dirais que c'est un problème qui est un problème d'évaluation. Il s'agit de jauger le poids des situations rapportées. Et que la façon dont on jauge les poids est très facile à illustrer. Imaginons une situation où 6 millions de morts sont avérés. Et regardons la place de cette situation dans le New York Times. On trouve la référence à la Shoah à un moment donné dans le New York Times, à la dernière page, en 2 lignes et en italique. C'est la chose la plus proche que je connaisse de l'invisibilité. Okay? Qu'est-ce qui fait que la Shoah, à ce moment-là, est shallow play? Et qui décide? Qui décide du poids des situations? Donc, je vais parler aussi du changement de médias. Nous sommes à un moment qui est un tournant. Il y a un tournant au cours duquel les médias sociaux sont petit à petit arrivés à égalité avec les grands médias. Je vais définir les deux dans un moment. Et le problème, c'est que ce moment d'égalité est en train d'être dépassé. Tu m'entends? Vous m'entendez? Et ce moment d'égalité est en train d'être dépassé. On a changé de médium dominant. Et la question est de savoir alors quel est le médium dominant et comment ça se manifeste. Et enfin, je parlerai du modèle, de mon modèle, de ce que j'appelle la monstration. La monstration, à ce niveau qui est simplement une anticipation, je présente la monstration par ce geste. Je montre l'écran en face de moi. C'est un geste. Mais la monstration, c'est un geste, mais c'est aussi pas mal d'institutions.
il y a pas mal d'institutions qui sont spécialisées à ne faire que ce geste. Parmi ces institutions, les musées. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? C'est un lieu de monstration. Et c'est exactement ce que notre ami Marcel Duchamp a été parfaitement capable de comprendre lorsqu'il a expliqué que tout ce qu'il fallait, c'était montrer, et que dès lors qu'un objet était montré, fût-il un étron de merde ou une pissotière, le fait de le montrer le transformait en œuvre d'art. Je me souviens moi-même d'avoir été debout à côté d'un petit homme qui s'appelait Christo. Et Christo, j'ai découvert que c'était un grand artiste. Il a saisi une ardoise qui était à côté de nous et il a, comment dirais-je, écrit 1 sur l'ardoise, puis il a écrit 6 €. Puis il a tenu l'ardoise devant lui, il a dit « c'est une œuvre d'art, vous êtes libre de l'acheter ». Et elle a été achetée. Et j'ai trouvé que c'était absolument intéressant. C'est aussi un moment de monstration. Il a montré une ardoise, mais par sa monstration avait un pouvoir transformatif, métamorphosant. Cette ardoise, par le fait d'être montrée, était devenue une œuvre d'art, et une œuvre d'art plus que précieuse. Donc, je vais développer la question de la monstration. Et c'est une question qui me paraît essentielle. Et curieusement, c'est une pratique incroyablement générale, c'est-à-dire que nous montrons à peu près autant que nous respirons ou que nous mangeons. Mais il n'y a pas beaucoup d'études sur la monstration, que je sache. Alors, je vais parler ensuite de la crise de la politique et de la sphère publique. Je pense que ce qu'on appelle des minorités actives, ce sont des minorités qui, certainement, sont actives. Mais en quoi consiste leur action? Et ce n'est pas simplement des active minorities, c'est des acting minorities. Leurs actions consistent à jouer. Les minorités actives sont très souvent des minorités gesticulantes. Elles gesticulent. Et elles ont toutes les raisons de gesticuler parce qu'elles n'existent que par les gestes. C'est pour ça que si on veut faire une étude ou une anthropologie du geste et du geste politique, on a intérêt à regarder du côté des minorités actives. Deuxièmement, les minorités gesticulantes ont un grand ennemi, et ce grand ennemi a été décrit, comme je l'ai découvert par Rabi, par Franz Neumann, et l'ennemi, leur ennemi majeur, c'est Léviathan. Il s'agit de se justifier en disant « bien sûr, je produis toutes sortes de désastres et toutes sortes de dégâts, mais je le fais pour la bonne cause puisque je m'oppose à Léviathan ». Et donc, on retrouve la grande scène ou la grande opposition entre Léviathan et Béhémoth. Et que Léviathan, comme vous le savez, est au singulier et Béhémoth est au pluriel. Et les compagnons, je vais parler des compagnons de route de Béhémoth et notamment le système médiatico-judiciaire. Et il me semble que je ne peux pas dire que tous les journalistes ni tous les juges sont d'accord entre eux, ni qu'ils sont nécessairement, ni qu'ils fassent partie des minorités gesticulantes. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui me frappe, c'est que la plupart des journalistes ont un surmoi. Et que c'est au nom de ce surmoi, c'est-à-dire que les journalistes qui sont par ailleurs des gens sympathiques et équilibrés, se livrent à des choses qui sont ahurissantes parce qu'en se livrant à ces actions ahurissantes, ils obéissent à leur surmoi. Et leur surmoi est un surmoi d'extrême gauche. Et dans ce cas, il est intéressant de voir comment ça marche et comment marche ce que j'appelle le système médiatico-judiciaire. La façon dont les médias et la justice se repassent l'ascenseur.
se renvoie l'ascenseur sans arrêt. Et la façon dont, l'un des exemples les plus évidents, c'est la rupture, plusieurs fois par jour, du secret de l'instruction. Okay, il existe un secret de l'instruction. Les instructeurs n'ont rien de plus pressé à faire que de divulguer le secret de l'instruction, ce qui devrait être sous le secret de l'instruction à des journalistes qui n'ont pas de problème à le publier. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il me semble que ce jeu est scandaleux et qu'il doit être discuté. Alors, il me semble que la sphère publique que je décris est une sphère publique dominée par le geste. D'une part, les médias privilégient les gestes parce que lorsque on montre quelque chose, les gestes ont un avantage énorme par rapport à d'autres objets que l'on peut montrer, c'est qu'ils viennent déjà équipés de leur sens. Ils ont déjà leur dramaturgie. Donc, il est très facile, il est beaucoup plus facile pour un médium de raconter un geste, parce que le geste plastronne, parce que le geste affiche le sens qu'il veut avoir, que de raconter un événement, parce que lorsqu'un événement se poursuit, lorsqu'un événement se produit, on ne sait absolument pas ni ce qui se passe, ni les limites de ce qui se passe, ni l'issue de ce qui se passe. Donc, là, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il me semble que les médias ont une sorte d'antipathie pour les événements. Les événements leur font peur. Et pourquoi est-ce que les événements leur font peur? Parce qu'un événement, c'est quelque chose, je me réfère ici à une sorte de phénoménologie du regard. Un événement, c'est quelque chose qui apparaît. Comme une œuvre d'art, un événement apparaît. Il se donne à voir, et lorsqu'un événement apparaît, on ne sait jamais avec quelle pincette le prendre. On ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas comment le raconter, on ne sait pas comment le montrer. Par contre, lorsqu'un événement a déjà eu lieu, lorsqu'un événement appartient au passé, à ce moment-là, il existe des formules déjà construites qui permettent de le montrer. C'est pour ça que les médias adorent les événements qui sont déjà morts. Et ils préfèrent ne pas avoir affaire à des événements vivants parce que ces événements vont déjouer toutes leurs prédictions et vont déjouer toutes leurs monstrations. Et l'un des problèmes, c'est comment faire entrer un événement qui est circulaire à l'intérieur d'un carré. Comment mettre l'événement en cage. En tout cas, ce que j'essaye de dire, c'est que la sphère publique dans laquelle nous vivons, qui est dominée par la monstration, est aussi dominée par les gestes. Okay, on essaye de transformer ce qu'on voit, ce qu'on montre, doit être transformé en geste de façon à être intelligible. Le travail des médias, c'est idéalement, c'est de transformer toute situation montrée en un geste. Par exemple, je prends Monsieur Macron ou Monsieur Sarkozy vont au restaurant. Théoriquement, ils vont au restaurant et ils y mangent. Mais non, c'est pas ça. Ils vont au restaurant pour répéter le geste de Marie-Antoinette. En allant au restaurant, ils insultent le peuple. Regardez, ils mangent des choses délicieuses, ils sont assis au Fouquet, ou ils sont assis dans tel ou tel restaurant, alors que vous n'y êtes pas. Ils font un geste qui est un geste qui vous insulte. Et à ce moment-là, le parallèle le plus proche, c'est celui de Marie-Antoinette. Ah, ils n'ont pas de pain, ben, qu'ils mangent de la brioche. Et donc, voici un exemple qui me permet de dire que lorsque l'on pense aux gestes, il faut tenir compte de l'existence de plusieurs types de gestes. Il y a les gestes que je performe. Je performe un geste, comme ça. Ça, c'est le geste de « j'ai oublié quelque chose ». Okay, donc, je performe un geste, ou bien j'attribue un geste à quelqu'un d'autre. Je fais faire un geste à quelqu'un d'autre. Et mon faire un geste à quelqu'un d'autre peut être soit simplement une attribution, c'est-à-dire que je prétends que c'est quelqu'un d'autre fait un geste, soit une provocation. Par exemple, j'enlève mon soulier et je le jette sur Monsieur Bush Jr.
pendant une interview, une conférence de presse. Je suis un journaliste syrien. Donc, je prends mon soulier et je le balance sur Monsieur le Président. Maintenant, Monsieur le Président, face à mon soulier, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien il reste stoïque, il ne bouge pas, et il reçoit mon soulier dans la figure. Ce qui est un geste où je démontre son impuissance. Ou bien il se baisse pour éviter le soulier, et à ce moment-là, je peux démontrer qu'il est peureux, il est poltron, il a peur de mon soulier. Donc, quoi qu'il fasse, il sera en train de produire un geste que j'ai sciemment provoqué. Okay, et il ne faut pas s'imaginer que cet exemple est exceptionnel et que l'un des arts, si on peut parler d'art des médias, c'est de créer des situations productrices de gestes. Dans le cas de M. Sarkozy, qui a été sans arrêt soumis à cette problématique du geste, il y a ce personnage que j'ai appelé le Kidam fatal. Le Kidam fatal, c'est quelqu'un qui jaillit en face du président et qui le tire par le collet et essaye de le faire tomber. Ou un autre Kidam fatal, c'est quelqu'un qui lui dit « me touche pas, je te serre pas la main, tu me salirais. » Okay, à ce moment-là, il produit un autre geste qui est « casse-toi, pauvre con ». Et cet autre geste, le premier geste est barré, mais le second geste était ce qu'on voulait obtenir. Et le problème, c'est qu'il existe ainsi toute une série de microdramaturgies qui sont des productions de gestes. Okay, et ces microdramaturgies m'intéressent profondément. Alors, le problème, c'est que cette sphère publique du geste intervient très souvent lorsqu'on refuse la négociation. Si je négocie avec quelqu'un, je parle à ce quelqu'un. Si je refuse de négocier avec quelqu'un, je ne parle plus à ce quelqu'un, je me détourne de ce quelqu'un et je dis « voici le geste qu'il a fait ». Je l'accuse. Okay, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'espace de la dissension qui a remplacé l'espace de la négociation. Et c'est pour ça que tellement de situations sont des situations où tous les partenaires traitent l'autre partenaire de sourd. Il est sourd, il ne veut pas m'entendre, il ne veut pas m'écouter, il est venu avec des idées, il ne changera pas d'idées, etc. Et d'une certaine façon, c'est vrai, parce que c'est ça que demande le nouvel espace public. Nous sommes dans une sphère publique qui est différente de celle que décrivait Hannah Arendt, qui disait que nous sommes installés autour d'une table commune où il y a des objets communs. Et ces objets communs, nous les voyons différemment parce que nous sommes assis à des places différentes. Nous ne voyons pas les mêmes objets de la même façon, mais nous voyons les mêmes objets et il est normal que nous nous opposions à leurs propos. Ce qui s'est passé, c'est que la table de Hannah Arendt a explosé et qu'au lieu d'une grande table autour de laquelle nous sommes tous, nous avons une série de guéridons exclusifs. Si vous n'aimez pas ma façon de voir le monde, cassez-vous s'il vous plaît et installez-vous à un autre guéridon. Ici, vous n'êtes pas le bienvenu. Cette forme de ce type de sphère publique ressemble énormément à la sphère publique installée par les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Lorsque je suis sur un réseau social, je m'adresse seulement aux gens qui sont comme moi ou que je pense être comme moi. Et il n'y a plus de parole générale et il n'y a plus d'adresse à un public commun. Alors, il me semble que nous allons vers une sphère publique sans bien commun, sans réalité partagée et sans argumentation possible. Et c'est là que le geste est à nouveau incriminé par moi. C'est que les arguments sont mis sur un lit de Procuste. Une fois qu'on a mis son argument sur un lit Procuste, on choisit le geste et on coupe tout ce qui dépasse, de sorte que l'argument cesse d'être un argument. L'argument devient une gesticulation. Tu n'entends pas? Tu entends maintenant? Pas. Mais moi j'entends, et toi? Remets le son. Il est... Ah, voilà. Il est mis. Ça va? Oui, oui. Donc j'en étais au lit de Procuste et à la façon dont les arguments placés sur un lit de Procuste sont coupés
aux deux bouts, de sorte qu'il ne reste que du geste. Et le geste entraîne une rhétorique très intéressante. C'est une rhétorique qui est une rhétorique du dissensus. Comment créer du dissensus quand il n'y en a pas? Et donc, je vais décrire tout à l'heure les 3 règles du dissensus. Ceci mène aux crises que on m'a demandé d'aborder. La première, c'est la crise de la culture. Et je vais parler de plusieurs formes de culture. La crise de la culture historique. Et ceci renvoie à ce qu'on appelle la cancel culture. La crise de la culture linguistique. Comment tordre le cou à la langue et comment s'arranger pour que la langue explose, que la langue explose en un certain nombre de monolectes ou de dialectes qui ne communiquent pas. Et cette façon autoritaire de forcer la langue à se transformer a évoqué pour moi un merveilleux proverbe malien qui ne parlait pas de la langue, qui parlait d'agriculture, et qui disait « Ce n'est pas en tirant sur les feuilles qu'on fait pousser les plantes. » La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la langue? Est-ce que c'est en attaquant la langue à bout portant qu'on permet la communication ou que l'on permet au contraire l'absence de communication? Je parlerai ensuite de la crise de la culture artistique avec l'émergence de 2 formes d'art qui me paraissent extraordinairement liées à ce que je raconte. Et ce sont 2 formes d'art qui sont comme l'ardoise de cristaux érigée en art, mais il s'agit de savoir comment ces comportements étranges en sont venus à s'installer dans l'histoire de l'art. Le premier comportement s'appelle le rap. Et le rap est un art du geste, un art, une chanson sans mélodie, un langage sans voyelle, un langage qui est réduit à l'interpellation ou à l'insulte, ou aux deux. Et j'ai toujours été fasciné par la façon dont les rappeurs utilisent leurs doigts. Lorsqu'un rappeur rappe, il y a d'une part la batterie, il y a ensuite le dialogue, le monologue insultant, mais il y a aussi toutes sortes de gestes qui ne sont pas nécessairement des bras d'honneur, qui sont trop complexes pour être simplement des doigts d'honneur, qui sont autre chose et qui sont intéressants parce que finalement, ce qui a disparu dans le rap, c'est la dimension communicative du langage. Il reste l'interpellation, il reste des actes de parole hostiles, mais pour le reste, c'est à peu près comme si le rap avait adopté le langage des sourds-muets. D'autre part, la crise, l'autre forme d'art qui me choque, ou dont le succès me choque, bien que certaines m'aient intéressé et que je condamne moins violemment, c'est l'installation. Ce qu'on appelle installation, et qui vient en droite ligne de Marcel Duchamp. C'est-à-dire, je prends un objet quelconque dans le monde, je trace un cercle de craie autour de cet objet et je décide que cet objet est une œuvre d'art. Il y a un film qui s'appelle The Square, que vous avez peut-être vu, et qui raconte les tourments d'un directeur de musée. Ce directeur de musée a installé, il y a une installation au cœur du musée qui consiste en des petits tas de poussière, des petits monticules de poussière. Et il se trouve que le musée a un balayeur
et qu'en faisant son balayage quotidien, le balayeur a effleuré certains des monticules, donc les monticules ne sont plus exactement dans la disposition que l'artiste avait conçue. Et le directeur se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois faire une conférence de presse en reconnaissant mon énorme faute? J'ai démoli une œuvre d'art, ou bien est-ce que je vais essayer de passer ça sous silence, mais à ce moment-là, l'artiste va me sauter à la gorge et m'étrangler. Alors, il a choisi la solution la plus facile. Il a pris un petit balai et il a repoussé les tas de cendres, de sorte que l'œuvre était toujours une œuvre d'art, mais c'était désormais un faux. Et je trouve que c'est merveilleux parce qu'on trouve ici le problème de qu'est-ce que c'est que l'installation. L'installation, c'est en plein l'illustration de l'importance de la monstration. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les installations paraissent très calmes. Contrairement aux rappeurs, les installations ne se mettent pas à danser devant vous pour vous insulter. Et les installations ne vous font pas des bras d'honneur. Les installations restent tranquillement à l'intérieur du carré ou du cercle où on les a posées. Néanmoins, les installations ont toute la dimension qu'avait prévue Dada et qu'avait prévu Marcel Duchamp. Ce sont des insultes. Ce sont des insultes à la tradition de l'art, ce sont des insultes à toute une tradition qui les a précédées, et elles relèvent du geste qui consiste à dire « la rébellion suffit ». La monstration suffit, la rébellion suffit, du reste, nous n'avons cure. Et je trouve que c'est très extraordinaire qu'un si grand nombre de gens, si intelligents, éprouvent ce plaisir intense à se faire insulter d'une façon ou de l'autre. Je parlerai enfin de la crise de l'école et de ce qui se passe avec la crise de l'école. Mais peut-être, j'en suis à combien de temps? Excusez-moi. Tu as du temps encore. Encore au moins 3/4 d'heure, sinon 1 heure. 3/4 d'heure. 1 heure? Tu as 3/4 d'heure. Tu as 3/4 d'heure. OK. La crise de l'école est liée énormément à l'influence de la télévision et je vais revenir sur la crise de l'école. Enfin, je reviendrai en détail sur chacun de ces objets, mais pour le moment, j'essaye de raconter mon histoire. Il était une fois. Okay. Donc, je viens de faire le tour de ce que je considère comme la crise de la culture, la crise de l'histoire, la crise linguistique, la crise de l'art et la crise de l'école. Okay. Et le problème est à quoi sert l'école exactement? Et est-ce que l'école est un peu dans la même situation que le gouvernement, qui est une situation de miroir? Est-ce que l'école est là pour apprendre des choses à des enfants ou est-ce que l'école est là pour servir de miroir à ces enfants? Et peut-être que je devrais traiter un peu plus en détail ce problème. Il me semble que l'influence de l'école se marque de façon extraordinaire avec l'histoire de Samuel Paty. L'influence de la télévision sur l'école fait que tout ce que disait Adorno sur la culture de masse peut se transférer maintenant à l'école. L'influence de la télévision fait que les élèves se conduisent non pas comme des élèves, mais comme des clients. Ce sont des téléspectateurs. Ce sont des téléspectateurs, et comme tous les téléspectateurs, ils pratiquent le zapping quand un sujet ne leur plaît pas. Par exemple, si le professeur parle un peu trop de la Shoah, on zappe, on sort de la classe, ou on se met à faire du bruitage. Ou si c'est le programme en général qui ne vous plaît pas, on s'attend à ce que brusquement, l'école change de chaîne. Okay. Cette école ne me plaît pas, donnez-moi une autre, je vais zapper et aller sur une autre chaîne.
Et il me semble que les écoliers se comportent comme des publics. Il faut alors se plier à leur goût et il faut se plier au goût de leur communauté, des communautés auxquelles ils appartiennent, sans quoi, et c'est ici qu'apparaît l'histoire de Monsieur Paty, sans quoi vous serez dénoncé, sans quoi vous serez menacé, sans quoi vous serez soumis à toutes sortes de brimades, sans quoi vous serez harcelé, et sans quoi, bien entendu, vos directeurs d'école se désolidariseront de vous. Il me semble que le sort de l'école me fait beaucoup penser à un livre qui a été écrit par une de mes amies, qui est une sociologue, qui s'appelle Dominique Pasquier. Dominique Pasquier avait fait une étude il y a une dizaine d'années sur 2 lycées de la région parisienne. Un lycée parisien et un lycée de la banlieue relativement proche. Et un lycée bourgeois et un lycée moins bourgeois. Et ce qu'elle avait découvert, c'est que la fonction d'assimilation de l'école, la fonction de création d'une culture commune existait, mais elle existait à l'envers. C'était un certain nombre des élèves de l'école, qui étaient la majorité des élèves de cette école, qui décidaient de quels seraient les modes, que penseraient leurs camarades. Et petit à petit, on a vu le communautarisme s'installer dans ces écoles, alors que l'école était supposée leur instaurer le processus contraire. On assistait à une sorte de reflux qui a permis à un certain nombre des élèves de ces écoles de devenir communautarisés. Et ce retournement d'institution me paraît passionnant. Et elle a appelé ce livre, Dominique Pasquier, La dictature de la majorité. Et je pense que de la même façon, il serait intéressant de comparer ce qui s'est passé dans l'école à ce qui s'est passé lorsque l'implantation coloniale française en Afrique a permis à un certain nombre d'imams nord-africains de suivre l'armée française et d'islamiser l'Afrique. Et que d'une certaine façon, voici une fonction qui n'était pas du tout prévue au programme. Et cette fonction, c'est que ce qui se passait était une double colonisation. C'était une colonisation à 2 étages. Au premier étage, il y avait celle qu'exerçait l'armée française, mais au deuxième étage, il y avait celle que tentaient les imams, et souvent avec succès. Donc, crise de la culture. Et maintenant, je vais parler de la crise de la civilisation. J'ai déjà parlé de l'état d'anomie, j'ai déjà parlé de Turner et de ses drames sociaux, j'ai déjà parlé de Pierre-André Taguieff et des façons qu'on peut avoir de concevoir la crise du progrès. Il me semble que face à toutes ces crises, on assiste à une paralysie des médias, une sorte de paralysie intellectuelle, une impuissance à reconnaître l'événement et une impuissance à reconnaître qu'il y a événement, une impuissance à trouver des mots. Par exemple, les mots barbares, les mots sauvages, les mots sauvageons. On a essayé tous les mots possibles et ces mots se dévalorisent au fur et à mesure qu'on les tente. Il me semble qu'il y a une cécité face à la barbarie et que cette cécité face à la barbarie s'est d'abord manifestée de façon spectaculaire dans le cas de la barbarie anti-juive. Les meurtres de Ilan Halimi et de Sarah Halimi, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Sarah Halimi, ou qui ne s'appelait Sarah Halimi, ce n'était que certains de ses noms. Elle s'appelait en fait le docteur Lucie Attal. Et je suis passionné, enfin je suis curieux de savoir comment elle est devenue, comment elle a cessé d'être docteur, comment le fait d'être victime l'a amputée de son titre de médecin, et comment on a supprimé son prénom. Elle avait 2 prénoms. Pourquoi a-t-on gardé Sarah et pas Lucie ?
Donc, la cécité face à la barbarie, donc les meurtres de Madame Attal Halimi et les meurtres de Ilan Halimi étaient ou bien ignorés, ou bien reconnus mais contestés. Ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas un assassinat, c'était une crise de folie passagère. Vous connaissez l'histoire. Deuxièmement, je suis intéressé de savoir, dans cette cécité face à la barbarie, comment l'antisémitisme dénégatif a été validé par les médias. Et là, je voudrais citer un travail que j'ai fait et que j'ai peut-être présenté à certains d'entre vous sur un opéra qui s'appelle « La mort de Klinghoffer ». La mort de Klinghoffer raconte comment un paralysé américain, un retraité américain paralysé sur un bateau de croisière, a été attrapé par des terroristes, tué et jeté à la mer dans sa chaise roulante. Un groupe de metteurs en scène et de musiciens américains en a tiré un opéra qui s'appelle « La mort de Klinghoffer ». Et cet opéra prétendait donner une vision équilibrée du Moyen-Orient, de la crise au Moyen-Orient. Je veux bien qu'on donne une crise équilibrée de la crise au Moyen-Orient, mais il se trouve que M. Klinghoffer n'avait rien à voir avec le Moyen-Orient. Il était américain. Et l'Amérique, que je sache, n'est pas en guerre avec, n'est pas une partie prenante, ou ne l'était pas dans le conflit du Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, c'est que donc cet opéra qui présentait ce personnage de Klinghoffer comme ridicule et qui présentait une sorte d'opéra qui était inspiré du chant des Troyennes pour décrire la souffrance des femmes palestiniennes. Je comprends la souffrance des femmes palestiniennes et il est légitime de la mentionner. Mais je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce que M. Klinghoffer faisait dans cette galère, sinon que il était juif. Et alors, le problème, et c'est là que je parle, la scénariste, l'auteur du livret, le metteur en scène et le musicien ont tous protesté qu'on ose les traiter d'antisémites. Comment osez-vous? Et c'est ce que j'appelle l'antisémitisme dénégatif. Et tous les grands médias que nous respectons, en général, ont emboîté le pas. Il n'y a rien d'antisémite dans cet opéra. Mais il me semble qu'au contraire, il n'y a rien dans cet opéra que de l'antisémitisme. Sans l'antisémitisme, cet opéra n'existerait pas. Et donc, il me semble qu'il est étonnant que la cécité des médias s'avère dans un cas aussi flagrant. Et je pense à la cécité qui se manifeste face à la barbarie terroriste et à la culture de l'excuse qui l'accompagne et qui est reprise. Par exemple, il existe un film qui s'appelle « La cellule de Hambourg ». C'est un film canadien qui a été montré en France et qui raconte les dernières journées, la dernière semaine des militants qui vont monter dans des avions et faire chuter les Twin Towers. Donc, c'est les terroristes du 11 septembre. C'est un film sur les terroristes du 11 septembre. Et ce film est merveilleux parce qu'il prétend donner une vision objective des terroristes du 11 septembre. Et c'est là que le problème de la monstration se pose. Parce que où est le cercle de Cré? Qu'est-ce qu'on va isoler pour raconter la vie objective des terroristes du 11 septembre? On va raconter d'abord, le film commence après que leur formation est terminée. Ils ont déjà appris les techniques de combat et ils ont déjà reçu la formation idéologique. Ils sont déjà sur le sol des États-Unis et ils essayent de passer le temps en se promenant, en visitant des monuments et en louant des voitures pour aller comme tout le monde sur le Grand Canyon. Okay? Et le film se finit
au moment où l'on voit les différents terroristes monter dans les différents avions. Ce qui est extraordinaire dans ce film Objectif, c'est la cécité organisée, puisque ces terroristes ne sont à aucun moment, jamais, pas du tout, montrés comme capables de violence. Il n'y a aucune violence du début à la fin de ce film. Et ce film se prétend objectif. On tue je ne sais combien de milliers de personnes, on tue ces milliers de personnes, mais on est gentil, on est propre sur soi, on est bien élevé, on est poli, et on n'a jamais fait rien de mal, et on ne vous ferait pas de mal à une mouche. Ok, on est en plein dans la dénégation. Dernière cécité qui me frappe par rapport à la barbarie, elle s'est produite au moment de l'épisode du Bataclan en France. Au moment de cet épisode, très vite après l'épisode, 2 personnes endeuillées ont décidé de prendre la parole. L'une s'appelait Léris et l'autre s'appelait Georges Saline. Et Georges Saline avait perdu sa fille et Léris avait perdu sa femme. Et tous les deux ont écrit des livres, le genre de livre pour hommes politiques qu'on écrit en 10 minutes avec l'aide de quelques nègres professionnels. Et Léris a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et Georges Saline a expliqué qu'il ne donnerait pas sa haine non plus. Mais Georges Saline donnait un peu plus d'explications. Et il disait, bien entendu, je n'ai pas du tout de sympathie, j'ai même de l'horreur pour ce que ces jeunes gens ont fait à ma fille. Néanmoins, je pense qu'eux aussi sont des victimes. Eux aussi sont des victimes et il ne faut pas oublier notre responsabilité dans ce qu'ils ont fait. Okay ? Donc, il me semble que l'immense publicité qui a été faite à ces situations de négation, de cécité, est quasiment débouche sur un enseignement actif de la cécité. Il s'agit, l'un des rôles que se donnent ici les médias est un rôle qui consiste à endormir, est un rôle qui consiste à distribuer de l'anesthésiant. On montre certes, mais on montre avec anesthésiant. Et parmi les anesthésiants qui sont utilisés, il y a eu les 3 ritournelles qui ont été sans arrêt récités pendant toute la période où le terrorisme sévissait, où il sévissait en force. Et ces 3 ritournelles, c'était le vivre ensemble, auquel personne ne croyait, le pas d'amalgame, en un seul mot, alors que lorsque Sarkozy dit aux habitants d'une cité qui est persécutée par des voyous, je vais vous débarrasser de ces voyous, je vais les traiter au Karcher, on a fait délibérément un amalgame en faisant comme s'il parlait non pas aux voyous, mais comme s'il parlait du Karcher, non pas pour les voyous, mais pour les gens auxquels il s'adressait et qu'il voulait délivrer. Donc la notion de pas d'amalgame est une notion étrange et à géométrie variable. Et enfin, la troisième notion, c'est celle que je viens de citer, c'est pas ma haine. Tout ceci converge vers le modèle de Gregory Bateson, de la grenouille. Les gestes anesthésiants qui consistent à dire à la grenouille « T'en fais pas, ma pauvre petite grenouille, t'es bien installée dans ta casserole. C'est vrai que la casserole est un peu tiède, elle est un peu chaude, mais tu devrais profiter de cette tiédeur et surtout pas sauter hors de la casserole parce que cette tiédeur ne te fera aucun mal. » Et la grenouille attend et elle attend et elle attend. Et à un moment donné, elle a vraiment trop chaud. Et elle essaye de sauter hors de la casserole, mais à ce moment-là, l'eau est vraiment très chaude et la casserole périt, bouillit. Et donc le problème, c'est très intéressant de penser
au rôle des médias comme anesthésiant. Mais sans aller jusqu'à l'horreur, le sort tragique de notre pauvre petite grenouille, je crois qu'on peut imaginer un sort un peu moins tragique. Ce sort consisterait à accepter la limitation progressive d'un certain nombre de libertés, et qu'une fois que toutes ces libertés auraient disparu, nous serions encore vivants et nous aurions la vie heureuse d'un poisson rouge dans un aquarium. Enfin, au-delà de tous ces gestes que font les médias, il s'agit non seulement d'organiser la cécité, mais de réduire les voix critiques au silence. Comment est-ce qu'on réduit les voix au silence ? On peut le faire d'une façon assez simple, comme on me l'a fait, simplement en interdisant le plateau. Et ça, c'est élémentaire, mon cher Watson. Mais il y a d'autres façons, et les deux façons les plus intéressantes, c'est traiter quelqu'un de clivant. Traiter quelqu'un de clivant comme si c'était un crime. Là, il est parfaitement possible d'avoir des débats et d'avoir des débats sans que ces débats soient agonistiques. Un débat, c'est pas un potlatch. On n'est pas supposé se suicider à la fin. Et l'autre chose qui m'intéresse, et là c'est un geste qui me paraît digne d'une analyse très très longue, c'est l'extraordinaire succès du mot complotiste. Le mot complotiste est évidemment une insulte et il fait partie d'une galaxie d'insultes, comme quand on est complotiste, en général, on appartient aussi à la fachosphère. Et ce qui me frappe, c'est que le sens de ce mot dans l'histoire, il fut un temps où la loyauté était une vertu. Et quand la loyauté était une vertu, il était dangereux d'être un comploteur. C'était mal. Être comploteur, c'était mal. Maintenant, ce qui est mal, ça n'est pas d'être comploteur, c'est d'être complotiste. Et bien entendu, les complots existent toujours. Et les complots sont une banalité. C'est une banalité de dire qu'il existe des complots dans tous les sens, dans toutes les directions, et qu'un complot n'est qu'une forme d'action collective dont l'efficacité dépend de son invisibilité. Si on décrit le complot objectivement. Par contre, le complot n'est pas décrit objectivement. Être un complotiste, c'est une invitation quasiment au lynchage. Qui veut noyer son chien l'accuse de complotisme. Staline éliminait ses adversaires en les traitant de comploteurs. Cela se fait aujourd'hui en traitant les ennemis de complotistes. Les deux accusations sont généralement fausses. Alors, j'ai fini mon récit. J'ai raconté ce dont je parle plus en détail. Alors, je reviens. Ça va? Vous tenez le coup? Vas-y. Il est presque 9h. Il est 9h moins le quart. Il est 9h. Donc, j'ai parlé 1h30. Oui, très bien. Continue, fini. Ça va? Oui, continue, fini. Tu es sûr que tes amis vont tenir le coup? Mais écoute, tout le monde a intérêt à t'écouter et c'est important que tu développes et que tu achèves ce que tu avais prévu. D'accord. Alors, je reviens quelques mots sur les médias et les gestes. Premièrement, les théories qui renvoient au pouvoir des médias. L'historienne Elisabeth Eisenstein a montré comment l'essor du protestantisme allemand et la possibilité d'un rapport direct des croyants au texte des Écritures est lié à l'invention de Gutenberg. L'imprimerie permet aux gens d'acheter les textes sacrés et de faire sauter les intermédiaires cléricaux. Et il me semble que
c'est une première forme de pouvoir des médias, et c'est un pouvoir essentiellement technologique. Il s'agit de la technologie de l'imprimé. De même, les réseaux sociaux permettent de se substituer à une communication validée par les centres et diffusée vers les périphéries, en proposant un autre type de communication. Celle-ci va directement depuis certaines périphéries vers d'autres périphéries sans passer par le centre. Cette communication évite alors toute la problématique de la validation. Et la transformation radicale qui s'opère se manifeste, et c'est là que j'ai parlé d'un changement de médium dominant, elle s'opère lorsque ce que j'ai appelé l'agenda setting est opéré par les médias sociaux et repris par les grands médias. Nous sommes dans une situation où les grands thèmes et les grands événements et les grandes images qui vont être discutées sortent d'abord sur les médias sociaux et les grands médias sont obligés de les reprendre. Il me semble que c'est une transformation absolument radicale et qu'elle est de la même taille que l'invention de l'imprimerie. Puisqu'au moment de l'imprimerie, on fait sauter le pouvoir de préemption qu'avaient les prêtres par la lecture qu'ils faisaient des textes sacrés. Aujourd'hui, on fait sauter le pouvoir de validation émanant du centre qui émane des grands médias. Les grands médias sont dans une situation qui ressemble aussi à l'impotence des gouvernements. On voit se redéfinir le pouvoir médiatique, et ce pouvoir médiatique ne passe plus par les interprétations validées. Everything goes. On n'a plus besoin de validation. Deuxièmement, j'ai parlé de l'agenda setting. Qu'est-ce que c'est que l'agenda setting? Les médias ne vous dictent pas directement ce que vous devez penser. Et c'est assez intéressant. Vous êtes peut-être un chien, mais la laisse est assez longue. Les médias vous indiquent puissamment à quoi vous devez penser, pas ce que vous devez penser. Et en vous disant à quoi il faut penser, ils adoptent sélectivement les préoccupations de certains groupes. C'est pour ça que c'est très intéressant de savoir qui sont les surmoi des différents médias. De quel groupe est-ce qu'ils adoptent les préoccupations? On sait ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, que le grand réchauffement et le grand remplacement n'intéressent pas du tout les mêmes groupes. Et que certains médias parleront des uns en s'adressant à certains groupes et que certains médias parleront des autres. On sait aussi que la sécurité, et ça tout le monde le sait, a été, en tout cas jusqu'ici, un thème de droite. Par contre, il est intéressant de voir comment le thème de « faut-il détester la police ? Faut-il tuer les policiers ?» c'est un thème qui a beaucoup d'élégance puisqu'il finit avec un point d'interrogation. Il n'est pas exactement la même chose que ACAB, All Cops Are Bastards. Et il n'est pas exactement la même chose que tout le monde déteste les policiers. Ou c'est pas exactement la même chose que 2 policiers brûlés, c'est 2 poulets rôtis. Ok, c'est pas la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. L'agenda setting, c'est ce qui permet d'orienter la pensée vers un thème qui est jugé comme pensable. C'est ce que Lévi-Strauss appelait le bon à penser. Il y a des thèmes bons à penser et le faut-il détester la police installe ici, dans les médias, sous la forme de débat, la problématique de l'extrême gauche anarchisante. Okay. Troisième catégorie, troisième théorie qui me paraît très importante, c'est celle d'une dame dont j'ai parlé à certains d'entre vous, parce que j'ai une histoire avec elle. C'est une des meilleures sociologues allemandes. Elle est morte il y a 5-6 ans.
et elle a été nazie. Et à un moment donné, elle a demandé à me rencontrer et j'ai refusé de le faire. Et cette sociologue allemande a tiré certains enseignements de son passage chez les nazis. Elle a été nazie et elle a compris des choses sur ce qui se passait. Et elle explique que l'un des rôles des médias consiste non pas à décrire la réalité, mais de présenter à ses utilisateurs un portrait quantitatif ou impressionniste, portrait par des sondages ou pas par des sondages, de l'opinion publique. Ce portrait consiste à présenter à tort ou à raison certains courants d'opinion comme généralement partagés, c'est-à-dire comme dominants. Le spectre d'une opinion publique majoritaire peut alors servir d'instrument d'intimidation et réduire au silence ceux qui ne la partagent pas. Et la grande thèse de Elisabeth Noelle Neumann, c'est la timidité sociale. Imaginons que vous ayez une opinion peu populaire, ou que vous pensez peu populaire, et que vous soyez dans un wagon de train pendant 1 heure avec quelqu'un, et que ce quelqu'un aborde ce sujet. Si vous pensez que votre opinion est peu populaire et que vous ne pouvez pas descendre du wagon avant qu'il arrive à la ville suivante, est-ce que vous allez parler ou non? Est-ce que vous allez dire ce que vous pensez ou non? Elisabeth Noelle Neumann dit non, vous n'allez pas le dire. Vous allez vous écraser, vous allez vous taire. Et elle fait une analyse alors de la sphère publique en disant que certaines opinions, à force d'être tues, à force d'être rentrées, à force d'être avalées par ceux qui y croient, ces opinions vont être petit à petit aspirées par une spirale du silence et disparaître de la sphère publique. Bien entendu, l'opinion qui semble majoritaire ne l'est pas toujours, et c'est pour ça que les minorités actives ont beaucoup plus d'impact politique que les majorités silencieuses. Par exemple, lorsque des militants abondamment filmés par les médias affirment sur des pancartes « Tout le monde déteste la police », c'était il y a quelques jours, ils mentent en déguisant leur opinion ultra-minoritaire en opinion majoritaire. Pourtant, ce déguisement, dit Noelle Neumann, peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Et c'est comme ça, et Noelle Neumann était célèbre pour sa capacité, c'était la meilleure évaluatrice de l'opinion en Allemagne. Et donc, elle anticipait les mouvements d'opinion. Et voilà. Maintenant, la notion de monstration. Je reviens à la notion de monstration. La notion de monstration est au cœur de ma propre approche des médias. J'ai expliqué qu'un musée, c'est une institution de monstration. Un zoo est aussi une institution de monstration. On va au zoo parce qu'on vous y montre des animaux. La notion de monstration s'illustre, par exemple, dans la photographie de presse, mais aussi dans les récits de presse, dans les vidéos et dans les films. Elle présente 2 avantages. Premièrement, comme elle est très générale, elle ne cesse pas d'être pertinente lorsque l'on passe des grands médias aux réseaux sociaux ou lorsque l'on passe de l'image à l'écrit. Deuxièmement, elle complète, et c'est ça qui m'intéresse le plus, elle complète la notion de représentation d'une dimension pragmatique. Il n'y a pas de représentation sans geste de monstration. Et ce geste peut engager plusieurs motifs. Par exemple, je montre pour dénoncer, je montre pour condamner, je montre pour prouver, ou bien, ce qui est le cas dans l'Église catholique, je montre pour vénérer. Il existe dans l'Église catholique un rituel qu'on appelle la monstration. Il existe des églises où l'on conserve très pieusement les ossements d'un certain nombre de saints, et ces ossements sont sortis 1 fois par an,
Et une fois qu'ils sont sortis, ces ossements sont promenés à travers l'église, un peu comme on sort dans la religion juive du tabernacle, le Sefer Torah que l'on promène pour le montrer. Et le Sefer Torah porte d'ailleurs une très jolie robe de velours. De même, les saints chrétiens sont promenés à travers les églises pour que les croyants puissent leur rendre hommage, puissent les vénérer. Okay. Donc la monstration est liée à toutes sortes d'institutions et à toutes sortes d'actes. Et par exemple, un autre exemple, quand on filme des policiers, ou quand on exige de pouvoir filmer des policiers, on leur dit « Attention, vous êtes sous surveillance ». C'est un acte d'hostilité et un acte de défi. Je ne reconnais pas votre autorité. De même, montrer des bavures policières permet de condamner leurs auteurs. Une monstration est le lieu où se développe, et c'est là que excusez-moi de parler de ma théorisation, que la monstration, c'est ce qui permet de reprendre l'analyse de Austin sur les actes de parole et montrer qu'il existe tout aussi bien des actes de regard. La notion de regard n'est pas innocente, c'est un acte et c'est un geste. Et la question est alors de savoir qu'est-ce que l'on fait en regardant. Vous n'êtes pas encore KO? Non, mais il va falloir quand même... Alors, je peux arrêter là. Oui. Je peux arrêter là parce que je crois que j'ai vraiment débordé de l'heure qui m'était allouée. Au début, je ne m'en apercevais pas, mais ma voix s'en est aperçue. Et quand elle a commencé à s'érailler, voilà. Donc, merci de m'avoir entendu avec beaucoup de patience pour ceux d'entre vous qui ont survécu. Et voilà. Non, merci à toi. Merci à toi de ce que tu nous apportes et de ce que tu nous donnes à penser. On t'écouterait encore beaucoup, donc, vraiment, parce que tu déplaces beaucoup de notions et de concepts avec lesquels on est habitué de penser. Et donc, ce déplacement est très grand et il est exemplarisé de telle façon qu'on te suit. Ce n'est pas une abstraction. Ces dénominations que tu apportes nouvelles ne sont pas des purs concepts. C'est la nomination de faits. C'est comme une sémantique phénoménologisante qui raconte ce qui se passe en effet. Et quand tu dis « il était une fois », eh ben, c'est une bonne façon de l'annoncer. Ça. Donc, moi, en t'écoutant, j'ai 10 000 choses qui me viennent à l'esprit. Je vais laisser un peu la parole à des gens qui ont vraiment voulu aussi te poser des questions, donc je ne vais pas les priver de ça. Je pensais, alors il y a des petits points qui sont des petits points tout à fait de détail, genre la question des minorités qui prétendent parler au nom d'une majorité, je veux dire, c'est l'entrée du politique depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant la Révolution française, à mon avis. C'est venu avec les mouvements anarchistes. Le bolchevisme se caractérise justement d'être la performance d'une minorité qui prend le pouvoir, soi-disant, en tant que représentant d'une majorité. Souvenons-nous du débat qu'il y avait au temps du Parti social-démocrate russe entre justement Lénine et puis Trotsky dans les années 1905, et de ce que Rosa Luxembourg disait aussi de la dénonciation de la forme léniniste du pouvoir. Donc, il y a des choses qui ont des amorces, et c'est là-dessus que j'aimerais un peu t'interroger, parce que tu attribues beaucoup à la technique un certain nombre de choses. Par exemple, le fait qu'il n'y a plus besoin de validation lorsque les réseaux sociaux se substituent à un centre qui diffuse vers la périphérie. Que la technique soit un instrument de la chose ne veut pas dire qu'elle est la cause de la chose. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de validation, c'est peut-être parce que aussi la question de la vérité, elle s'est déstabilisée. Elle est peut-être partie. Or, si la question de la vérité est comme horizon, comme objectif inatteignable, mais comme tension vers,
c'est quelque chose qui a existé dans l'entendement et dans, je dirais, l'éthico-politique jusqu'au début du XXe siècle et qui s'effondre avec les totalitarismes. Donc, si, comme disait un membre du KGB, et pour ne pas parler comme Goebbels, mais un membre du KGB disait qu'une vérité était un mensonge qui n'avait pas encore été découvert, ou Goebbels parlait aussi de la question du mensonge et de la vérité, pour dénoncer la vérité et pour s'en débarrasser. Est-ce que ce ne sont pas là des linéaments qui continuent de travailler et dont les nouvelles techniques deviennent des amplificateurs ou des installateurs définitifs? Je peux répondre? Oui, je t'en prie. C'était l'une des premières choses que j'ai dites, donc je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'un médium, ça n'est pas une technologie, c'est la rencontre entre une technologie et une utilisation sociale. Et la question est de savoir quelle utilisation on fait et pourquoi on fait cette utilisation. Un médium peut changer parce qu'il change de type d'utilisation, et aussi un médium peut avoir un certain nombre d'utilisations sociales différenciées au même moment en fonction des voies auxquelles il sert, des voies qu'il sert à diffuser. Donc c'est pour ça que toujours derrière un médium au sens de, non pas au sens de la télévision en général, mais disons au sens de l'Obs parmi les autres magazines, il y a toujours un groupe. Il y a toujours un dialogue avec un groupe, un certain groupe, et qu'il faut tenir compte de cette dimension pragmatique. Lorsque je montre, d'une part, je montre ce que je veux montrer, mais je montre pour quelqu'un. Je montre ce que ce quelqu'un veut voir. Et que ça n'est pas du tout quelque chose qui relève du simple technologique. Simplement, si tu me permets, si on revient à l'opposition entre les grands médias qui passent par une validation, les grands médias avaient une certaine ambition qui était de s'adresser au public en général, même s'ils ne le faisaient pas. Même s'ils s'adressaient à une fraction du public, ils avaient cette vision du public qui est un peu celle de Habermas, c'est-à-dire que le public, c'est l'ensemble des gens qui reçoivent, et que le public est un espace de dissension possible, un espace de désaccord possible, et pas du tout un espace homogène. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que lorsque, par exemple, j'avais un excellent exemple, oui. C'est un certain nombre de manifestants ont expliqué qu'il était important que n'importe qui puisse bombarder les policiers, même s'ils n'avaient pas de carte de journaliste, parce que c'était des journalistes militants. Et que c'est intéressant comme notion, les journalistes militants. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il a fallu à peu près 100 ans au journalisme pour se débarrasser du modèle des libelles, ou de 200 ans du XVIIIe siècle, et pour accepter, même sans les respecter, des critères comme les critères d'objectivité ou le critère de neutralité axiologique. Je sais qu'ils ne sont pas respectés. Je sais qu'ils sont détournés à droite et à gauche dans tous les sens du terme, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser aux médias, parce que je voulais faire corriger les corrections, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais au moins, cet idéal existait. Le problème, c'est que cet idéal a capoté. Et c'est la première. Deuxièmement, pour la vérité. La question de la vérité, d'une part, la capacité de jouer avec la vérité, a toute une généalogie que tu as très bien rapportée, et à laquelle j'ajouterai la notion essentielle de Hannah Arendt qui distingue entre les réalités interprétatives et les vérités interprétatives et les vérités factuelles, en disant que bien qu'il y ait des vérités interprétatives, se limiter à des vérités interprétatives, ça consiste à installer le totalitarisme, et qu'il faut reconnaître les vérités factuelles. Et enfin, concernant la vérité, une sphère publique du geste se caractérise avant tout par ce que Roman Jakobson appelait la dimension expressive du langage.
Si je fais des gestes, je m'exprime. Et la dimension expressive du langage s'opposait, selon Jacobson, à la dimension référentielle du langage. C'est-à-dire que le langage a deux caractéristiques, ou bien il parle de quelque chose, ou bien il sort de moi. À un moment, pendant longtemps, le journalisme c'est de se caractériser par l'effacement du locuteur et par la mise en valeur de l'objet décrit. Et c'est à ça que visent toutes les règles du journalisme. C'est ça qu'on est supposé apprendre dans les écoles de journalisme. Mais avec la sphère publique du geste, qui est merveilleusement illustrée par M. Trump, le problème de la vérité ne se pose plus, puisque la vérité, c'est la vérité de mon intérieur. C'est la vérité de ma bouche, c'est la vérité de mes organes, c'est la vérité de mes boyaux, c'est la vérité de mes humeurs. Oui. Je vois, merci. Je voudrais donner un peu la parole à des intervenants qui t'ont écouté. Et je vois une remarque de quelqu'un qui s'appelle Lam. Je sais que ce n'est pas facile, mais si vous le pouvez, merci de nous parler de l'abondance d'apparitions des hommes politiques du gouvernement actuel à la télévision en lien avec les mesures liberticides adoptées en profitant de l'état d'urgence. Il me semble que nous sommes au bord d'un nouveau totalitarisme. Ça, c'est un commentaire. Et puis, autre chose de quelqu'un d'autre, c'est Anka, qui abonde dans ce que tu dis, et le salue, mais et te demande quelle réponse et quelle réponse solutionnante, quelle solution serait possible à partir du constat que tu fais, de réparation ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on compte, en fait, moi j'ajoute, à cette question, j'ajoute, ce que tu décris, c'est un phénomène de fragmentation et de segmentation généralisée, amplifiée, et est-ce qu'il y a une possibilité quelconque ou pas de refaire du lien collectif? Alors, il y a deux questions. La première question, c'est la question sur les apparitions à tout bout de champ des ministres qui, jointes à la limitation des libertés, préfigurent un nouveau totalitarisme. J'avais envie de répondre par une histoire mais bon, je ne fais pas d'histoire et de digression. Il me semble que pour qu'il y ait un nouveau totalitarisme, il faut qu'il y ait pouvoir. Il faut qu'il y ait de l'exécutif. Que lorsque l'on voit apparaître toutes sortes de ministres à la télévision, ça me fait penser plutôt, leurs apparitions me font penser à ces vieilles horloges suisses où l'on voit des personnages tournants et à un moment donné, ils s'arrêtent devant toi et ils font coucou. Et puis ensuite, ça se ferme et il y a le personnage suivant qui apparaît. Il me semble que tous ces personnages sont en train de gesticuler et que nul ne prend leur gesticulation au sérieux. Et qu'il est vrai qu'il y a une façon autoritaire et incohérente de gérer la crise du Covid, mais je ne crois pas que nous soyons au bord du totalitarisme. Il me semble que, en fait, le totalitarisme est beaucoup plus proche des forces qui essayent de dissoudre l'État quel qu'il soit. Il me semble que le système juridico-médiatique a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de mettre l'État sous tutelle. Nous vivons dans un état de régence où le gouvernement donne l'illusion d'exister et peut-être se conforte dans son existence en faisant ses coucous sempiternels à la télévision. Donc, je suis moins pessimiste de ce côté-là, ce qui ne m'empêche pas d'être pessimiste. Et maintenant, comment aller au-delà de cette fragmentation généralisée il me semble que la seule façon d'aller au-delà, c'est de réinventer un certain nombre de récits et que d'une certaine façon, la réponse est peut-être du côté de Victor Turner, que j'ai cité tout à l'heure.
qui expliquait que lorsque, à un moment donné, une transgression majeure est commise et qu'aucune action régressive n'a lieu, et c'est encore pire lorsque la transgression majeure est suivie par une autre transgression majeure, et par une troisième, et par une cinquième, et par une 20e, et qu'il y en a une, par exemple, il y a les territoires perdus de la République, et il y a aussi les samedis perdus de la République. Okay, tous les samedis, le 7e jour, Dieu finit son œuvre et les casseurs s'installèrent. Et je pense que lorsqu'on a affaire à ce genre de situation, nous sommes dans une multiplication de transgressions qui est quasiment monumentale. Et lorsque rien n'est fait, lorsque l'action régressive, ça consiste à apparaître à la télévision, à promettre un comité, à dire coucou et à faire des gestes qui ne sont suivis de rien, sinon des gestes de maternelle, des gestes maternels comment dirais-je, on va vous envoyer les psychologues, on va pleurer avec vous, on va aller avec vous au cimetière. Si vous êtes bien gentil, on vous donnera à vos enfants orphelins 3 médailles en chocolat, etc. Il me semble que le problème et qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas répondre sans provoquer une sorte d'anomie généralisée. Et il me semble que nous sommes au bord de l'anomie. Oui. Oui. Écoute, on va peut-être arrêter sur cette conclusion motivante, en effet, mais désespérante en même temps, mais c'est pas grave. Je te remercie encore beaucoup. C'est moi qui vous remercie, et toi d'avoir tenu le coup et tes auditeurs d'avoir aussi tenu le coup pour ceux qui ont tenu le coup. Bon, je ne sais pas si Ariel est là et s'il veut nous passer quelque chose, peut-être. Oui. Je voulais, puisque tu es là, vous dire 2 choses d'abord. La première, c'est que la prochaine séance aura lieu le 14 janvier avec Alain Bentolila sur les questions du langage et de perte du langage et à partir de son travail sur l'illettrisme et sur l'anomie lexicale, non pas celle des organismes de presse ou des institutions de pensée, mais celle aussi du tout un chacun individuel. Il avait publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait Le Verbe contre la barbarie et il viendra nous reparler de ces enjeux-là. Bonne soirée à tous.